Donc Jean-Marc, lui, il est beaucoup plus vieux. Il est né en 1965, il est diplômé de Sciences Po, pourquoi pas. Et alors, tu as commencé ta vie au département financier de Canal+. Tu faisais quoi exactement? Le tout premier job, tu étais scribouillard ou tu étais mieux que ça? J'étais contrôleur de gestion et auditeur interne. D'accord. Donc mon souhait, c'était avant tout de participer à la création. Moi, la création m'a toujours passionné. Ouais. J'avais aucun don pour quelque domaine que ce soit dans ce domaine. C'était ni l'écriture, ni la peinture, ni la musique, etc. Mais je dis, au moins, je peux essayer d'accompagner la création. Donc c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, une formation assez généraliste. Ouais. Économie, parce que je me suis dit, tiens, on comprend mieux un secteur parce que quand on connaît les flux économiques. Oui, donc je me suis retrouvé à Canal+, à faire du contrôle de gestion et de l'audit interne. Au tout début. Alors en 98, tu as participé à la création de iTélé. Ah ben, on fait un grand saut là. Absolument. De iTélé, iTélé, CNews aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on participe à la création d'une chaîne de télé quand même. Hein. Ah non, pas du tout. Et en plus, à cette époque-là, j'étais encore jeune. J'avais à peine, vieux, là, non, j'avais à peine 33 ans. Et un jour, c'était formidable chez Canal+, c'est qu'on était une grosse PME à cette époque-là. Et un jour, j'ai un coup de téléphone de Pierre Lescure qui me dit « Jean-Marc, tu peux monter dans mon bureau ?» Il y avait le directeur financier. Il me dit « Bon, ben Jean-Marc, voilà, on a l'idée, on va monter une chaîne 24, 7 jours sur 7. Elle va être complètement digitale. Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure ?» Il y avait juste 3 personnes et tu en seras le DGA, secrétaire général. Et je dis « Ouais, ça me paraît bien. » Donc j'avais juste 33 ans. Et il me dit « On va te dire, tu es notre 3e choix. » C'est le backup de backup de backup. Sinon, il y avait le plombier. J'ai dit juste pourquoi je suis le 3e choix. Ils m'ont dit c'est simple. On a demandé à des gens qui étaient plus expérimentés, qui avaient entre 40 et 50 ans, de travailler sur le projet aux côtés de Christian Dutoit, qui avait monté France Info et LCI chez TF1, qui était réputé pour avoir un caractère assez fort. Ils m'ont dit les 2 personnes ont décliné. Donc, toi, on te connaît. Tu es assez calme, tu es assez... ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Qu'est-ce que tu dis? Je dis oui. Go. Bien, alors, go. Dis-moi, aujourd'hui, il y a 4 chaînes d'infos en France pour un tout petit pays comme le nôtre, c'est pas beaucoup? Si, un peu. Mais c'est monstrueux quand même, non? Oui, mais après, aujourd'hui, on s'aperçoit que les chaînes d'infos, elles se sont venues des médias d'opinion. Il y a un moment donné où les chaînes d'infos avaient une mission d'objectivité, ou en tout cas de neutralité par rapport à l'information. Ça, c'est fini. Ça tend à se finir. CNews est à gauche, par exemple. Non, mais on a l'exemple de Fox News. Oui, non, mais voilà, exactement. Non, mais on a l'exemple de Fox News aux États-Unis. On sait très bien, quand on regarde Fox News, ce à quoi on s'attend. Aujourd'hui, à l'époque, les médias d'opinion, c'était réservé plutôt à la presse et aux magazines. Ouais. Parce qu'on faisait l'effort d'aller acheter. Lorsqu'on consommait, on regardait une télévision, on se disait, elle est gratuite, on la regarde gratuitement, donc on doit normalement avoir un principe de neutralité par rapport à l'information. Et on a une tendance qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de médias se positionnent avec une opinion. Pourquoi? Parce qu'il faut faire parler de soi. Puis ça répond à un marché aussi. Hein. Mais c'est vrai que 4 chaînes d'information aujourd'hui sur la France, c'est beaucoup. Bon, tu as bossé aussi avec Benjamin de Rothschild, hein, on parle beaucoup de Rothschild ce soir. Alors, c'est quand j'ai quitté Canal+ en 2002, j'ai rejoint quelqu'un qui s'appelle Alex Berger, qui est le producteur du Bureau des légendes. Et il avait monté une société avec Benjamin de Rothschild. On dépendait directement du family office de Benjamin de Rothschild. C'était une société qu'on pourrait qualifier de business angel, mais qui avait un rôle opérationnel. Donc on était, à chaque fois qu'on devenait actionnaire d'une société, on en était aussi le conseil opérationnel. Donc on a été partenaire d'Alain Chabat. Donc on avait fait Prête-moi ta main, ce genre de film-là, des Robins des Bois. Ouais. On a été partenaire de Thierry Ardisson, qui s'est vite lassé du cinéma parce qu'il considérait que c'était un métier qui était beaucoup, beaucoup trop long par rapport à la télévision. Mais voilà, on pourra en reparler. Nous, on s'inscrit dans un temps long en termes de développement de contenu, ce qu'on appelle scripté. Et donc ça a été une formidable aventure pendant 6 ans où on avait une douzaine de sociétés, dont 4 à l'étranger, une en Angleterre et 3 aux États-Unis. Direct Ciné, c'était une belle aventure, ça aussi, Canal P aussi. Oui, c'était Direct Cinéma, c'est Yannick Bolloré un jour qui voulait créer une société de cinéma dans son groupe. Et il m'a appelé parce que j'avais une connaissance à la fois des grands groupes et de l'univers des indépendants. Et ça, je pense que c'est essentiel dans nos métiers de connaître les contraintes des gens avec qui on discute. Donc moi, je connaissais les deux pans. Tu étais la bonne personne. Voilà. Tu n'étais pas le 3e choix, là. Donc on a fait Direct Cinéma, ça s'est bien passé, et je suis revenu par le jeu des ventes et rachats dans l'univers Canal+ en 2012. Le pay-per-view, c'est mort, ça ou pas?
Le pay-per-view, on l'a un petit peu d'une manière différente. La TVOD, donc si vous voulez, l'achat à l'acte de la VOD, c'est du pay-per-view. C'est juste le mot qui est désuet. Mais sinon, on est toujours sur une même logique. On achète pour ce que l'on veut voir. Alors, depuis le 1er mars 2024, là, tu as rejoint EuropaCorp. Oui. Un mot sur l'historique de la boîte, parce qu'évidemment, c'est quand même lié à Besson, tout ça, non? Alors, c'est une boîte qui a été créée par Besson. Il y a eu beaucoup de différents directeurs généraux qui se sont succédés. Combien? 17 en 2 ans. Non, 5, je pense. 5 en combien de temps? 5, 6 en 20 ans. Oh, ça Il y a va, eu Pierre-Ange Le Pogam. c'est mieux que chez Martinet, hein, Non, Pierrot. mais Là, c'était léger, hein, tu l'as. Il y a eu Pierre-Ange Le Pogam, qui était le premier associé de Luc. En plus, ensuite, il y a eu Christophe Lambert qui venait de la publicité, Ouais. qui nous a quittés. Et il y en a eu un ou deux autres, jusqu'à Axel Duroux qui est parti il n'y a pas si longtemps. Et je suis arrivé et je crois qu'il voulait un profil qui soit un petit Carré. peu opérationnel. Oui, carré. Carré, déjà. Carré, Ouais, opérationnel. ouais. Le Opérationnel. catalogue de films, tu peux nous le rappeler peut-être? On a 200 films. Parmi ces 200 films, on a des grosses franchises. On a Taken, Transporteur, Taxi. On a des films comme Columbia. On a des films aussi français. On a 20 ans d'écart. On a une grande diversité de genres. Mais notre ADN reste quand même sur le cinéma d'action. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de redévelopper, mais pas que. Depuis mon arrivée, j'essaye d'ouvrir la société à des coproductions pour pouvoir attirer des nouveaux talents. Oui. C'est essentiel de pouvoir attirer de nouveaux talents et de créer de nouveaux IP, donc des propriétés intellectuelles. Parce que recycler sans arrêt des propriétés intellectuelles qui datent de 20 ans, à un moment donné, ça s'essouffle. Bon, un Dracula à 45 millions d'euros, c'est un super compte. Ça, c'est formidable. On est reparti de l'œuvre originale de Bram Stoker. Donc, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un Dracula. Dracula, c'est une histoire d'amour, ce que les gens ne savent pas. Enfin, la majorité des gens. Un amour, voilà. bon, quand même, c'est l'amour de quelqu'un qui est condamné à vivre à l'éternité parce qu'il a damné Dieu. Voilà. Et donc, il essaye, à travers les siècles, de retrouver son amoureuse. C'est très fidèle à l'œuvre de Bram Stoker, donc fin du 19e siècle. Seulement, à l'origine, beaucoup des actions se passent à l'époque victorienne, en Angleterre. Ah oui, Et Luc a eu la très bonne idée de transposer toute la partie anglaise à Paris en 1889 pour le centenaire de la Révolution et pour l'exposition universelle avec la Tour Eiffel. Donc on a un Dracula qui est made in France. Ouais, qui est made in France. Et je tiens à préciser que 95% du tournage s'est fait en France. Bien. Donc tu as dépensé des sous en France. On a dépensé tous nos sous en France. Ça c'est bien. Avec des acteurs formidables. Et qui par exemple? Alors on a Caleb Landry Jones, qui est un acteur qui a fait Dogman, qui est plutôt dans les films d'auteur, qui joue Dracula, très bel acteur. On a Christopher Waltz, qui est quand même 2 fois oscarisé. Pour vous resituer, c'est celui qui jouait l'officier allemand dans Inglourious Bastard de Tarantino. On a un acteur français qui s'appelle De Tongedeck, qui joue un médecin français. On a la fille de Rosanna Arquette. Donc il retrouve, c'est une histoire qui se prolonge. Après Le Grand Bleu, on a la fille de Rosanna Arquette. Et pour avoir vu les premières images, ça va être un très très beau film. Ça sortira quand, Jean-Marc? C'est compliqué à dire. Aujourd'hui, mais attention au dépassement de budget là, parce que là, le directeur financier, le budget il est tenu. C'est juste que la décision de sortie dépend aussi beaucoup du distributeur. Nous, on est le producteur. Donc, il va sortir entre le printemps de l'année prochaine, mais je crois plus sûrement. Et moi, un Dracula, s'il pouvait sortir vers Halloween, ce serait pas mal. Oui, c'est pas bête. Ce serait pas bon. Il y a un moment donné où il y a des évidences. Et pour terminer, côté vin, tes coups de cœur, t'es plutôt Pinot Noir, plutôt Merlot. Moi, je suis plutôt Pinot Noir. Malheureusement, ma mère étant bordelaise, on a été élevé au vin de Bordeaux. Et moi, j'ai un peu transgressé la tradition familiale. Et je dois dire que je suis plus à l'aise avec les vins de Bourgogne et le Pinot Noir. Alors, les enjeux, c'est de pouvoir adresser des nouveaux formats. Aujourd'hui, la société, elle a beaucoup travaillé sur le cinéma essentiellement. Et bien évidemment, depuis 10 ans, on a eu un bouleversement de la façon de consommer et de produire avec les plateformes.
Ce qui était très bien, parce que ça a apporté vraiment un coup de fouet, y compris aux acteurs historiques. Et nous, on est en train de travailler vraiment en cours. On a des développements à la fois de séries et d'unitaires pour des plateformes. C'est vraiment d'adresser ce marché, même si ça pose d'autres problèmes, notamment de conservation de l'actif, parce que les plateformes, quand elles achètent un programme et qu'elles le commandent, elles gardent la propriété, une grosse partie de la propriété intellectuelle. Ah oui. Et la propriété intellectuelle d'un actif, ça fait la valeur de la société. Mais voilà, c'est de travailler cet axe-là et d'être un mix et de redevenir une marque très attractive pour les nouveaux talents. Bon, il devait être top, il a été top. On applaudit chaleureusement Jean-Marc. Merci Jean-Marc d'être venu parmi nous. Merci.